Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. Donc, on va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte, là. Peut-être un autre 5 minutes, puis après ça, on va commencer. Donc, si vous avez des questions auxquelles vous voudriez une réponse, vous pouvez tout de suite les écrire dans le chat. Puis, au cours du webinaire, je vais poser les questions une par une à nos 3 labos de sciences climatiques. Et comme Jen l'a précisé dans le chat, quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, mettez-vous à mute. Moi, ça m'aide pour voir qui a une question à poser ou un commentaire ou une réponse. Puis ça crée moins d'interférences. OK, donc on va commencer. Donc, comme c'était spécifié sur l'événement Facebook, le webinaire qu'on a aujourd'hui, c'est le deuxième d'une série de webinaires qui fait partie de la série La science climatique pour le peuple. Donc, le premier événement était le même qu'aujourd'hui, sauf que c'était en anglais. Donc, aujourd'hui, on en fait en français. C'est un événement qui s'adresse à tout le monde, les activistes environnementaux, les décideurs politiques, monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui a une question ou des questions sur les sciences climatiques. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir poser vos questions à 3 laboratoires de recherche basés à Montréal. Le premier est celui de Julie Talbot à l'Université de Montréal, du département de géographie. Il y a aussi le laboratoire de Oliver Sonnentag, qui est aussi à l'Université de Montréal, et le laboratoire dont je fais partie, de Damon Matthews, encore dans le département de géographie à l'Université Concordia. Donc, je vais laisser chacun des 3 professeurs de ce labo s'introduire, se présenter et présenter les étudiants de leur labo qui sont ici aujourd'hui. Et après ça, on va pouvoir commencer. Donc, je vais laisser la parole à Julie Talbot pour commencer. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis professeure de géographie physique à l'Université de Montréal et mes recherches portent surtout sur les impacts des activités humaines sur les écosystèmes, incluant les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes, particulièrement les écosystèmes nordiques et les milieux humides. Et puis, je suis accompagnée aujourd'hui par un étudiant qui est au doctorat dans mon département, dans mon laboratoire, en fait, Julien Arsenault, qui étudie, lui, le fonctionnement des milieux humides. Merci, Julie. Maintenant, Oliver. Bonjour, je m'appelle Oliver Sonnentag, je suis aussi professeur en géographie à l'Université de Montréal. Ma recherche porte sur les interactions entre la biosphère et l'atmosphère et mon focus principal est sur le Grand Nord. Donc, je travaille premièrement au territoire nord-ouest et aujourd'hui, on a aussi 3 membres de mon équipe sont aussi présents. C'est Mariam,
et un étudiant dans la maîtrise et un de mes deux professionnels de recherche, Haley. Et on a aussi, je pense que Nia Perrin, un étudiant au doctorat. Merci beaucoup. Merci, Oliver. Et maintenant, Damon. Oui, bonjour, merci à tous pour être là. Je suis Damon Matthews, professeur à l'Université Concordia dans le département de géographie, planification et environnement. Dans notre groupe, nos recherches sont assez multidisciplinaires. On utilise des outils quantitatifs, des modèles de climat, des approches les approches qualitatives pour mieux comprendre le système climatique et pour mieux comprendre les niveaux des émissions qu'on doit atteindre pour arriver à les cibles climatiques globales, comme ceux du Paris Agreement. Donc, de mon laboratoire, on est 4 ici aujourd'hui, moi avec Étienne qui servent comme modérateur. Aussi Jen Gabi, un postdoc dans notre groupe, et Donny Seto, notre lab manager. Ouais. Et on a aussi Daniel qui vient de se connecter, qui fait partie de notre lab. Donc, pour continuer sur les membres des labs, je vais commencer avec la première question qui a été posée dans le chat par Sophie Thiebaud. Est-ce que les climatologues peuvent spécifier leur recherche? Donc, dans le fond, je pense qu'on peut tous, en tant qu'étudiants gradués, on va faire le tour, puis pour donner une meilleure idée de c'est quoi nos intérêts de recherche et nos spécialités. Donc, je vais commencer. Donc, moi, ce qui m'intéresse, je suis présentement au doctorat avec Damon, comme je l'ai déjà dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la modélisation de systèmes socio-économiques et biophysiques dans des transitions climatiques. Je m'intéresse à des systèmes économiques alternatifs au capitalisme, tels que la décroissance, et comment est-ce que les contraintes biophysiques et socio-économiques d'une transition peuvent être solutionnées par des systèmes socio-économiques différents. Je vais laisser... Dans le fond, vous pouvez tous vous présenter un par un en termes de vos recherches. Je vais vous laisser faire ça un par un. Donc, on va commencer par Mariam. Oui, allô tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici. Donc, comme mentionné par Oliver, je suis étudiante à la maîtrise dans son laboratoire et je m'intéresse en fait aux échanges de carbone ou de dioxyde de carbone entre la forêt boréale nord-américaine et l'atmosphère et vraiment comment que les variabilités météorologiques vont affecter ces échanges-là, excusez-moi. Aussi, je m'intéresse à la différence entre les régions où est-ce qu'on retrouve du pergélisol, c'est-à-dire un sol qui est gelé de façon pérenne, et les régions où est-ce qu'il n'y en a pas. Merci, Mariam. On va passer à Haley. Bonjour, je m'appelle Haley. Je viens de commencer à travailler pour Oliver il y a un mois. Donc, j'ai fait un peu de processing de data et j'ai fait un peu de communication. Mais avant ça, j'ai fait une maîtrise à McGill sur l'échange de carbone et méthane entre les marées et l'atmosphère. Merci. Je crois que, je ne sais pas si Oliver, la troisième personne dans ton lab, elle est ici. Je pense que Nia, tu es là? Donc, si Nia est là, tu peux... Ah oui, elle est là. OK. Peut-être que non. Elle est là, elle n'est pas là. OK. On va passer à Daniel. Daniel? Salut. Oui, je m'appelle Daniel Greenford et je fais mon
je suis un candidat de doctorat avec Damon Matthews aussi. Et ma recherche thèse, c'est sur les transitions justes énergétiques, transition énergétique juste au Canada et les implications de la transition sur production de gaz et pétrole au Canada et aussi comment Canada pouvait faire notre fair share pour l'action climat internationale. Et aussi, je fais une petite recherche sur l'impact économique sectoral et comment une transition à plus de services, plus d'industrie services va affecter les impacts environnementaux. Merci, Dan. Et maintenant, je pense qu'il reste seulement Julien Arsenault. Oui, bonjour. Comme Julie l'a mentionné, je suis étudiant en doctorat dans son laboratoire. Je m'intéresse particulièrement au fonctionnement des écosystèmes. Mon approche porte surtout sur les tourbières, donc des milieux humides qui sont des très importants puits de carbone naturels. Donc, je m'intéresse en fait à comprendre comment ces écosystèmes-là fonctionnent et un petit peu prévoir aussi avec les changements climatiques qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et en hobby, je m'intéresse aussi aux empreintes environnementales des déplacements par avion, surtout. Donc, on pourrait peut-être en parler si ça intéresse certaines personnes. Donc, c'est un hobby que je fais en side de mon doctorat. Merci. OK, donc je vais commencer avec une question qui a été posée sur Facebook par Bastien Boucherat. Je l'ai écrite dans le chat. Donc, la question, c'est peut-on avoir des actions qui rétablissent les conditions climatiques pré-industrielles? Sinon, pouvez-vous expliquer en quoi la modification du climat a un caractère irréversible? Donc, n'importe qui parmi nos chercheurs et étudiants peut répondre à cette question. Ben, je peux essayer pour commencer la discussion. Il n'y a vraiment pas des processus naturels qui peuvent rétablir les conditions climatiques pré-industrielles. Surtout, si c'est possible, ça prend plusieurs millions d'années pour faire ce rétablissement naturel. Donc, c'est vraiment la capacité du cycle du carbone pour enlever le CO2 de l'atmosphère qui fait une limite la capacité de reverse, de retourner à les climats pré-industriels. On peut comprendre que chaque haussement de température qui arrive, ça nous reste pour plusieurs centaines d'années. Si on arrête d'émettre le CO2, on va garder tous les haussements de température qui sont déjà présents dans l'atmosphère. On ne va pas retourner à des températures plus bas. Merci, Damon. Est-ce que Olivier, tu as quelque chose à J'aimerais ajouter? ajouter, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'essayer d'atténuer les émissions et de ne pas réagir. Donc, mais à mon avis, c'est encore plus urgent maintenant qu'on trouve des approches ou des systématiques pour essayer d'atténuer les émissions à gaz de effet de serre et ça nous donne aussi le temps de s'adapter. Oui, je pense ça sera presque impossible dans quelques générations de vraiment rétablir le système climatique de l'ère pré-industrielle. Mais oui, comme je disais, ça vaut certainement la peine de réagir tout de suite, de trouver des approches à toutes les échelles disponibles.
Merci, Oliver. Moi, j'ajouterais que de mon point de vue, avec la recherche que je fais, c'est toutes les technologies et techniques pour enlever le carbone de l'atmosphère qui ont été imaginées. De toutes ces techniques, il n'y en a aucune qui pourrait enlever tout le carbone qu'on a mis dans l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. Donc, il n'y a pas de solution magique qui existe, qui est à portée de main présentement. Et c'est probable qu'il n'y en ait jamais avant qu'on soit rendu vraiment loin en termes d'émissions. Moi, j'aimerais ajouter plusieurs approches sont discutées, mais existent peut-être à l'échelle locale. Il y a des sites pour évaluer certaines technologies, mais rien n'est disponible à l'échelle planétaire pour l'instant. J'aimerais intervenir. J'ai entendu parler d'une méthode en Islande où ils récupèrent, ils prennent de l'eau de mer, ils combinent ça avec le CO2 qu'ils récupèrent et puis ils mettent ça dans le basalte. Je ne sais pas jusqu'à quel point, bon, j'imagine que ça prendrait des quantités phénoménales d'eau de mer pour combiner ça avec tout le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Ça devrait être énorme et ça prendrait des sommes colossales, des milliards de milliards pour faire ça au niveau industriel pour que ça ait un petit effet sur ce qu'on vit actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de ces techniques-là? Il y a quelqu'un je pense que c'est Étienne qui a dit qu'il n'existe aucune technique là, actuellement qui soit possible là, pour régler le problème. Il y a bien sûr beaucoup d'idées qui sont à table. Et je ne connaissais pas celui que tu parles maintenant, mais ça a l'air une idée qui a du potentiel pour avoir un petit effet. C'est vraiment la question de l'échelle de la problème. Si on émet des milliers de tonnes de CO2 chaque année, il faut des billions de tonnes. C'est vraiment un grand défi d'enlever tout ce carbone. C'est vraiment pas possible avec les technologies qui ont été proposées à date. C'est pas dire qu'on ne va pas trouver des solutions, mais à présent, là, ils sont ni pas pratiques ou vraiment trop chers pour avoir un grand effet dans le futur proche. J'ajouterais au commentaire de Damon et en réponse à la question de Francis que souvent le problème, c'est l'énergie que ça prend pour créer ce processus-là de capture du CO2 avec de l'eau de mer pour le transformer en basalte. En Islande, j'imagine qu'ils utilisent l'énergie géothermique qui est virtuellement infinie, mais il n'y a pas de l'énergie géothermique aussi haute qualité partout dans le monde. Donc, je pense que ça prend beaucoup d'énergie, ce processus-là. Puis ça, c'est un des gros problèmes pour lequel ce ne serait probablement pas, je serais très surpris si c'est applicable globalement parce que l'énergie, elle vient d'où? Elle vient souvent, présentement, l'énergie globale vient vient des énergies fossiles. Donc, dans le fond, l'énergie nette qui resterait à la société pour mettre dans les autres secteurs économiques que celui qui enlève le CO2 de l'atmosphère diminuerait de beaucoup si ce processus-là était utilisé à l'échelle globale. Donc, j'aimerais aussi ajouter, l'autre défi c'est le volume. On a besoin, la concentration de dioxyde de carbone, par exemple, de 415 ppm, donc parts per million. Donc, pour absorber quelques tonnes de carbone de l'atmosphère, c'est un volume énorme de l'air à procéder.
Et bien sûr, ça a besoin des unes, des pompes et tout ça. Et ça va être, oui, un défi énorme d'établir ça à l'échelle planétaire. Merci. OK, donc on va passer à la prochaine question. Pouvez-vous nous aider à visualiser les ordres de grandeur en jeu dans le surplus d'énergie capté par la Terre à cause des GES en surplus dû à l'activité humaine? Peut-être certaines comparaisons avec des grandeurs plus connues. Donc, cette question-là est aussi dans le chat, si vous voulez la relire. Je peux dire quelque chose sur les questions d'échelle, mais juste pour finir l'autre sujet. Oui, les potentiels pour les émissions négatives sont fiables, et peut-être à plus quelques milliards de tonnes par année. Et on a besoin d'utiliser ces émissions négatives, la plupart qui viennent de la forestation, qui serait fiable pour te negate, pour annuler les émissions, qui est vraiment difficile à transitionner dans notre système d'énergie. Alors, il y a les trucs d'énergie qui est possible à changer les renouvelables, qui est plus facile que les autres, comme la production de ciment ou la production acier, métal, les procès industriels, et aussi transport par avion et les autres machines, industries lourdes. Mais alors, c'est juste pas l'échelle qui le potentiel d'émissions négatives, c'est pas assez pour être pour faire partie substantielle à un système qui that persists avec l'énergie fossile. Et on a besoin de tout ça pour éviter, pour annuler les émissions, qui est le plus difficile. Et juste pour noter, l'énergie d'Islande et la plupart est hydro, et c'est 85% énergie renouvelable avec hydro, et 3/4 de ça vient d'hydro, et l'autre quart vient de géothermal. Mais la question est d'utiliser l'énergie propre comme énergie renouvelable et énergie hydro, et même si ce n'est pas tellement 100% propre aussi, parce qu'il y a pour hydro gros, il y a des fuites de méthane when you flood large regions, of course. Alors, c'est pas clair. Ça dépend vraiment à la région. Et aussi, il y a des limites sur les ressources hydro, et nous approchons ces limites ici à Québec, et aussi la plupart du monde qui a déjà le gros hydro. Alors, c'est pas vraiment, it's not reliable. C'est pas fiable à dire que nous pouvons utiliser l'énergie renouvelable to power negative emissions technology, pour faire plus d'émissions négatives, parce que c'est juste, on a besoin de ces énergies propres pour le demande qui existe maintenant, pas pour... mais... OK, merci Daniel. On va passer à une autre question, parce que ça fait déjà 25 minutes. Je peux essayer de prendre la question qui était posée. Oui. Le surplus d'énergie capté par la Terre. C'est à peu près
le surplus net, c'est à peu près 1 watt pour chaque mètre carré de la planète. C'est pas facile de l'expliquer avec des comparaisons à d'autres métriques, mais l'énergie reçue du Soleil moyenne pour la Terre, c'est à peu près, je veux dire, à peu près 300 watts par mètre carré. Donc, c'est peut-être un tiers d'1% de l'énergie reçue du Soleil. Donc, c'est assez grand et c'est bien assez d'expliquer et d'avoir causé le réchauffement qu'on a vu depuis 1850, comme ça. Donc, j'aimerais ajouter à ça, il faut considérer des autres facteurs aussi. Donc, il y a des facteurs réchauffants et refroidissants. Donc, les gaz à effet de serre, on aime certainement, ce sont des facteurs réchauffants, mais il faut aussi considérer, par exemple, l'impact des aérosols, des nuages et tout ça. Et on utilise des concepts qui s'appellent forçage radiatif pour quantifier ce surplus d'énergie dans l'atmosphère. Et c'est toujours en comparaison avec les conditions pré-industrielles. Et le forçage radiatif net est environ 1 watt par mètre carré, comme expliqué par Damon, mais l'impact seulement des gaz à effet de serre déjà émis dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone, méthane et plusieurs autres, est environ 3,5. Donc, mais le forçage radiatif net, parce qu'il faut aussi considérer, comme je disais, les facteurs refroidissants, comme les nuages et les albédos. Donc, présentement, on parle de surplus d'énergie en comparaison avec les conditions pré-industrielles d'environ 1 watt par mètre carré. Mais c'est un petit chiffre, mais il faut considérer c'est un flux d'énergie par mètre carré. Il faut multiplier ça, cette valeur, avec la surface planétaire. Ouais, ça va être un chiffre énorme. Merci. Merci. On va passer à une question qui s'adresse à Julie Talbot, mais j'imagine que son labo peut répondre aussi. Est-ce que le rétablissement des écosystèmes fait partie de vos recherches? Quelle méthode utilisez-vous pour appliquer des mesures de rétablissement des écosystèmes concrètes sur le terrain suite à vos recherches sur leur dynamique? Par exemple, coopération avec organismes, industries, gouvernement fédéral ou provincial? Merci pour la question. En fait, je viens tout juste de commencer à faire des recherches sur la restauration des écosystèmes. Ce n'est pas quelque chose qui faisait partie de ma recherche avant, mais depuis cette année, j'ai commencé un projet qui étudie en fait le succès de restauration des tourbières, qui sont un type de milieu humide qui sont assez dégradés dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, je ne peux pas vraiment donner de détails sur comment est-ce qu'on va… Je ne me souviens plus de la deuxième partie de la question. C'était sur les… Quelle méthode utilisez-vous pour appliquer des mesures de rétablissement des écosystèmes? Mais en fait, pour la restauration des écosystèmes, il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées. Puis, par exemple, pour la restauration des milieux humides, il y a certaines méthodes qui ont été développées depuis des décennies qui sont assez bien établies. Donc, c'est possible de restaurer les écosystèmes. Ce qui est difficile, en fait, c'est de restaurer toutes les fonctions d'un écosystème comme les fonctions qui étaient là avant qu'on détruise l'écosystème ou qu'on affecte son fonctionnement. Cela dit, à mon avis, c'est un élément qui va être de plus en plus important en recherche et qui va être de plus en plus étudié. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de 2021, les Nations unies ont déclaré qu'on allait être dans la décennie de la restauration écologique. Donc, les Nations unies ont reconnu que restaurer les fonctions des écosystèmes, particulièrement leurs fonctions climatiques, c'est un élément très, très, très important de mitigation puis d'adaptation au changement climatique. Donc, je pense que la restauration des écosystèmes, c'est quelque chose dont on va entendre de plus en plus parler.
Merci. Je peux peut-être ajouter un petit truc. En fait, il y a une partie dans la question qui parle aussi des coopérations avec les organismes ou avec les compagnies. En restauration, il y a de plus en plus en fait de compagnies privées ou d'industries qui vont favoriser la restauration des milieux qu'eux vont utiliser pour aller chercher des ressources premières pour différentes raisons économiques, politiques et sociales aussi. Donc, il y a beaucoup de coopération qui se fait entre les chercheurs et l'industrie. Puis, vous parlez aussi de coopération avec les organismes, évidemment, dans un souci de science publique ou de communautaire. Je pense que c'est important aussi que les chercheurs favorisent ou facilitent la distribution des connaissances qu'on va acquérir sur nos recherches et que ce soit par la suite facilement accessible pour les organismes qui sont souvent en fait en première ligne de défense des milieux humides, des milieux terrestres ou juste simplement des milieux naturels. Donc, voilà, je pense que la coopération entre les chercheurs et les organismes doit être priorisée dans beaucoup de facettes de la science du climat ou de la science environnementale en général. Merci. Donc, on va passer à une autre question, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à ajouter. Donc, on a une question de Sophie Thiebaud par rapport à quelles seraient les priorités d'action à conseiller aux municipalités? Je vais tenter une réponse. C'est très vaste comme sujet, les changements climatiques. Ça touche au-delà, en fait, du climat et de la simple météo ou des inondations. Ça va toucher aussi à beaucoup de facettes économiques et aussi environnementales en général, comme la biodiversité. Pour moi, les changements climatiques, c'est interrelié à plusieurs secteurs. Donc, au niveau municipal, je pense que c'est assez difficile de déterminer quelles sont les priorités à avoir. Je pense qu'il faut simplement être conscient que les changements climatiques vont avoir des effets divers sur plein de facettes du municipalisme ou de la vie en ville en général. Donc, pour ce qui est des priorités, je pense que c'est un petit peu difficile. Ça va dépendre en fait de la ville, ça va dépendre de sa situation géographique, ça va dépendre de sa population. Il y a plein de facteurs aussi à considérer, à mon avis. Oui, Jen? Je veux juste ajouter deux choses. Je pense que c'est vraiment important de changer comment on fait des décisions. Maintenant, les décisions, ça fait par les gens qui n'est pas plus touché par la crise du climat. Donc, si on peut changer comment on fait des décisions et les gens, comme les gens autochtones et d'autres communautés qui est plus touchées par la crise et à la table de décision, on va voir vraiment différentes solutions, vraiment différentes décisions. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et aussi, de trouver des solutions qui n'est pas capitalistes, qui n'est pas basées sur la continuation de la croissance économique. Je pense que ça, c'est deux choses qu'on peut faire maintenant comme les priorités. Sur les niveaux de municipalité et aussi dans d'autres niveaux aussi. Merci, Jen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à cette Juste une petite addition. Au niveau des sources de gaz à effet de serre, pour moi, la priorité, c'est vraiment c'est peut-être pas trop compliqué, mais les plus grandes sources d'émissions directes qui viennent de la ville. Et il faut concentrer vraiment sur les sources les plus importantes.
au niveau d'une ville comme Montréal, c'est surtout le transport par automobile et aussi les émissions des bâtiments, surtout quand on utilise de l'énergie du gaz ou du pétrole dans le réchauffement. Donc, je pense que c'est ces deux sources des émissions directes au niveau de la ville on doit trouver des solutions pour les réduire aussi vite. Et si je peux ajouter, je crois que l'autre aspect du ville, c'est aussi la consommation des matériaux dans les villes aussi. Et si on peut réduire cyclement ou spécifiquement le type de consommation, le niveau de consommation urbain, ça peut aussi être une source importante pour les émissions CO2. Et pour suivre votre question sur les arbres et la végétation, je l'avais écrit dans les commentaires. Effectivement, que les arbres elles-mêmes, je ne crois pas que ça va nécessairement avoir un gros impact sur le montant de CO2 qui est capturé par les végétations urbaines, mais je crois qu'il y a un autre aspect qu'on peut voir au niveau de changement climatique seront les effets négatifs de changement climatique et aussi spécifiquement les co-bénéficiaires d'ordures comme le réusement de l'eau, la plantification native, l'atténuation de l'eau et de la chaleur et aussi les besoins d'espace public qui est une demande qui est de plus en plus grande avec le COVID aussi. Puis aussi, comment est-ce qu'on relie ces espaces-là pour renforcer le déplacement à faible émission, spécifiquement le marche, le vélo, puis le transit. Et ça, c'est aussi des choses que ça se peut changer impact climatique pour les villes autour. Et, juste pour rajouter aussi, les décisions avaient limité un peu, mais il y a des choses qu'on peut contrôler au ville et peut-être aussi nécessaire avec coopération avec les provinces, mais les deux choses relaient aussi related also to transport et le planning, le développement, comment nous faisons les décisions et avec les nouveaux développements de housing, comment tu dis, qui contribuent à urban sprawl et plus mais développement dans les régions qui n'ont pas accès à transport en commun et aussi les nouveaux infrastructures d'autoroutes. Et ça, c'est vraiment important à faire les bonnes décisions. Et c'est la place que la ville typiquement fait les mauvaises décisions. N'importe qui dans le gouvernement, les décisions vraiment passent presque les mêmes avec le planning, real estate planning, development and road infrastructure. Si je peux me permettre de continuer la conversation sur la plantation des arbres, parce que je vois qu'il y a des messages là-dessus dans le chat. Dans le sens que tant qu'à planter des arbres, s'il y en a qui seraient plus efficaces que d'autres. Je ne sais pas si en termes d'absorption du carbone, il y en aurait qui seraient plus efficaces que d'autres. Je pense que ça dépend d'un paquet de facteurs, notamment le climat. Mais je pense que quand on parle de plantation des arbres, peut-être la chose la plus importante, ce serait de replanter des espèces qui sont indigènes à la localité où est-ce qu'on est, à l'opposé
d'espèces qui sont introduites. Ça aide notamment à préserver la biodiversité de la localisation où est-ce qu'on fait de la replantation. Mais je pense que aussi, au-delà de la plantation des arbres, faudrait aussi se concentrer sur la conservation des milieux des milieux naturels qui sont déjà là, notamment, peut-être en milieu urbain, c'est un peu plus difficile parce qu'il y en a de moins en moins. Mais si on pense sur l'île de Montréal, dans l'ouest de l'île, il y a l'Anse-à-l'Orme aussi qu'on essaie de préserver. Puis aussi dans l'est de l'île, il y a comme un corridor vert proche de Viau qui pourrait être préservé. Donc voilà. Merci, Mariam. Donc, je pense que ça fait le tour. Moi, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à la question plus générale des priorités d'action pour les municipalités. Je dirais que ça a été un peu déjà abordé, là. Mais pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on s'enligne pour au moins 3 degrés de réchauffement global d'ici là, comme de manière très, très probable, on s'enligne pour au moins 3 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Puis ça veut dire que pour les municipalités, il ne s'agit pas seulement d'atténuer les changements climatiques en réduisant l'empreinte carbone des villes, mais aussi de mettre beaucoup d'efforts sur l'adaptation. Donc, pour la prochaine question, on va aller à... On a une question sur l'agriculture régénérative. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait donner des informations là-dessus. Est-ce que, Nicolas, tu aurais une question plus précise par rapport à l'agriculture régénérative? Oui, mais on pourrait parler comment que l'agriculture industrielle elle-même cause des grandes émissions de carbone en ayant une mauvaise relation avec la Terre en tant que telle. Le principe de l'agriculture régénérative, c'est simplement de remettre au sol une certaine vivacité, de faire sûr que ce soit son propre écosystème plein. Il y a des études que j'ai malheureusement pas complètement absorbées moi-même qui disent que ce serait une bonne source de captation de carbone et que si c'était fait de façon large pour tout ce qui est agriculture en ce moment, sauf que je vois des problèmes bien sûr à changer toute agriculture industrielle simplement en agriculture régénérative pour les problèmes que Jen a mentionnés. Mais ça semble être une possibilité pour renverser la vapeur d'émissions de CO2 pour que ce soit absorbé par les sols. Je peux peut-être mentionner quelque chose là-dessus. En fait, l'agriculture régénérative, un des préceptes, c'est d'essayer, entre autres, de maximiser la captation de carbone par les sols en changeant les pratiques culturelles. Puis d'ailleurs, il y a un article qui a été publié, je crois, dans une revue là, assez importante la semaine dernière. Mais il y a souvent des articles comme ça qui montrent le potentiel de captation du carbone par les sols. Donc, comment est-ce qu'on pourrait augmenter la captation du carbone par les sols? Je pense que les préceptes de l'agriculture régénérative sont vraiment intéressants. Ça fait partie de toute une gamme de trucs qu'on appelle les solutions naturelles au changement climatique. Donc, comment est-ce qu'on peut maximiser la captation, minimiser la perte de carbone par les écosystèmes, puis maximiser la captation du carbone par les écosystèmes, incluant les écosystèmes que nous, on aménage, comme les écosystèmes agricoles. À mon avis, ça fait partie des solutions à long terme de la crise climatique, mais ce n'est pas suffisant. On peut faire ça, mais il faut aussi diminuer les émissions. D'abord et avant tout, il faut diminuer les émissions, puis après ça, il faut voir comment est-ce qu'on peut maximiser la séquestration du carbone par tous les types de systèmes. En milieu urbain, évidemment, ça n'aura pas un très, très fort impact parce que les milieux urbains, c'est une petite superficie globalement, mais aussi comment est-ce qu'on peut
restaurer nos écosystèmes pour maximiser la captation de carbone. Et je pense que les sols agricoles font partie de la solution. On a souvent vu les sols agricoles comme étant une espèce de boîte noire où on a des intrants, on rajoute des trucs, on va chercher des trucs, mais on ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe au sein des sols. Ça, je pense que c'est en train de changer. Puis c'est une voie qui est prometteuse, à mon avis, en tout cas. C'est Julie. Vous savez, le sol, le carbone déjà stocké dans le sol, en plus. Pour un peu de contexte, au niveau global, si on regarde toutes les émissions de CO2 dans le monde, c'est à peu près 10% qui viennent de l'utilisation de la terre en général, incluant l'agriculture. Donc, c'est une partie importante, mais ce n'est pas la plus grande source d'émissions CO2 dans le monde. Donc, on peut viser comment réduire cette émission, premièrement, par changer les pratiques par réduire la déforestation, des choses comme ça. Et peut-être on peut changer ce chiffre. Présentement, c'est la source. C'est peut-être possible de créer un prix de carbone sur les écosystèmes de la Terre par changer les pratiques de management, de gestion. Les pratiques de gestion, merci. Comme Julie a dit, c'est vraiment une partie de la solution, mais ça ne va pas faire le job par seul. Il faut absolument éliminer le reste, le 90% qui viennent de l'utilisation des sources d'énergie fossile. C'est vraiment la seule solution finale pour le problème. Je vais rajouter un petit point sur ça. En effet, la captation du carbone par les sols agricoles est peut-être pas la solution au changement climatique. Néanmoins, l'agriculture régénératrice se fait souvent en circuit court, ce qui veut dire que les produits qu'on va consommer vont parcourir une distance beaucoup moins grande que l'agriculture dite traditionnelle où nos cerises vont venir des États-Unis, par exemple, ou les fraises, peu importe. Donc, l'agriculture régénératrice, en ce sens, va avoir un impact beaucoup plus important sur les changements climatiques que simplement à regarder la captation du carbone par les sols, parce qu'on va réduire énormément la quantité d'énergie fossile qui vont être utilisées par le transport de nos aliments. Donc, je pense que c'est une avenue qui est primordiale à avoir, à prendre pour réduire l'impact humain sur le climat et l'environnement en général. Merci. On va passer à une question sur l'industrie de la construction de Nancy. Donc, quelle législation serait à privilégier dans l'industrie de la construction? En d'autres termes, quels critères devraient être ajoutés au code du bâtiment pour des villes plus saines et durables, autres que les toits verts, par exemple? Donc, je ne sais pas si Donnie, tu aurais quelque chose à dire là-dessus. Au niveau de législation, il y a du bâtiment vert qui est une norme dans la ville, ça propose. Beaucoup de développements de les nouveaux bâtiments se conforment à ce niveau-là. Il y a des autres législations dans l'Europe à niveau du bâtiment vert qui est plus vert et plus intéressant, mais on n'est pas là encore. Je crois que pour la législation, pour moi, je crois que c'est le transport, le renforcement du transport puis, commun, puis aussi le transport actif qui est vraiment important dans les villes. Et aussi pour créer comme quelque chose qui est peut-être plus localisé sur les endroits de mixité pour avoir la possibilité de l'avoir toutes les choses que tu as besoin dans la vie dans votre quartier aussi, comme qu'est-ce qui se parlait dans Paris pour les 15 minutes ville au quartier 15 minutes. Je crois que c'est là que
le travail faut que se fasse, mais c'est possible pas nécessairement les législations qui doit être créées, mais peut-être les renouvellements ou les changements du existant législation qui est des fois problématique, comme le stationnement, les règlements du stationnement pour les nouveaux bâtiments, le superficier du implantation les bâtiments aussi. Ça, c'est les normes qui étaient dues à des années 90, puis ça probablement a dû changer aussi. Je sais que le ville est assez actif sur ces nouveaux plans de mobilité. Puis ça, je crois qu'ils sont dans la démarche à faire ces changements-là. Je ne sais pas si ça adresse la question spécifiquement, mais je crois que c'est des actions qui prennent du temps, mais je crois qu'elles sont dans sont dans la bonne démarche. Dans l'industrie de construction, on peut préciser, il y a des choses qu'on peut faire pour, à côté des matériaux de construction. Il y a le béton, c'est une source des émissions de CO2, mais c'est aussi le cas, on parle beaucoup des arbres et planter des arbres. Il y a aussi des problèmes si on remplace l'utilisation du béton avec l'utilisation des arbres, parce que ça peut augmenter la déforestation qui aussi produit des émissions. Donc, c'est les matériaux qui durent pour longtemps, c'est vraiment important. N'importe quelle sorte de matériel. À l'autre côté, il y a des choses qu'on peut faire aux côtés de l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Il y a des idées vraiment intéressantes aux côtés des bâtiments d'énergie net zero et construire les bâtiments qui peuvent produire de l'énergie aussi au plus bas que seulement utiliser l'énergie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'options, comme Donny a dit aussi, aux côtés de planification urbaine. Aussi, je voulais juste ajouter peut-être dans la transformation de ville, normalement, on se fait détruire beaucoup de bâtiments, puis ça, c'est aussi un niveau du carbone, c'est en anglais, embedded carbon. Mais ça, c'est assez important pour, l'abordabilité, mais aussi au niveau de se capter ou rester ou garder ces carbones qui est déjà relâché pour reformuler ces bâtiments-là et de garder ces bâtiments-là. Il y a beaucoup de niveaux de sauvetage et aussi de potentiel avec ces bâtiments-là. Je sais que des fois, c'est dit que c'est coûteux de reformuler ou mettre à niveau des vieux bâtiments, mais normalement, quand tu parles le life cycle de ces bâtiments au niveau de carbone, normalement, c'est beaucoup plus, moins intensif que de construire en nouveau. J'aimerais ajouter à ce point, OK, on a discuté maintenant plusieurs approches, mais si vous aimeriez, ou quelqu'un d'entre vous aimerait vraiment évaluer leur efficacité, leurs défis et leurs limites, je recommande fortement de jeter un œil sur le site Drawdown. Drawdown, donc ils ont publié un livre, donc récemment, ils ont publié une mise à jour et ils comparent 100 approches. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les technologies disponibles? Quelles sont leurs limites? Et c'est une évaluation quantitative, une comparaison. Donc, il regarde aussi à l'agriculture régénérative, par exemple, les bâtiments, les matériaux de construction, une comparaison de béton vers le bois. Quels sont les défis? Quelles sont leurs limites? Et qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils ajoutent à la lutte contre le changement climatique. Donc, je recommande fortement de jeter un œil en ligne.
Je pense que, merci, je pense que Louis avait peut-être un commentaire à faire, donc si vous avez un commentaire, Oh, merci c'est pour le moment. Drawdown. OK. Donc, je vais ajouter le lien en ligne. Drawdown. Ah, est-ce que là, vous m'entendez? Oui. OK, c'était très simple. Je n'avais pas baissé mon micro. Dans le fond, ma question, c'est par rapport à, vous parliez d'agriculture, là. Quelles initiatives vous connaissez qui cherchent, soit, là, on parlait de la transition vers des méthodes un peu plus, qui séquestrent mieux le carbone, là, régénératives, mais aussi, moi, ça m'a toujours un peu chicoté, là, la quantité de bouffe qui se perd, puis, dépendamment des continents, puis des types de nourriture, des fois, c'est plus la distribution qui fait défaut, des fois, c'est euh, nos standards, on veut que la pomme soit parfaite. En tout cas, à différentes étapes, puis des fois, c'est juste qu'on en achète trop, puis que c'est nous, le consommateur, là, qui en a aux poubelles, là. Mais ouais, je serais curieux de savoir quelles initiatives vous connaissez qui cherchent à pallier ça, parce que je trouve que c'est vraiment dommage, que tout, ben c'est ça, là. On déforeste, vous comprenez, là, même si c'est peut-être pas un mot français, là. Mais il y a tellement d'énergie qui est perdue, de bouffe qui est perdue que si on la récupérait, ben, ça réduit un peu. En tout cas, je pense que vous avez compris, là. Ma conclusion est boboche, mais ouais, quelles initiatives vous connaissez qui cherchent à aller dans ce sens-là, là, réduire les pertes puis augmenter un peu l'efficacité, là. Puis même d'un point de vue monétaire, je suis sûr qu'il y en a, là. Je pense que ça avantage tout le monde là, de faire ça, là. Je pense que tu as vraiment raison de souligner le point du gaspillage alimentaire qui a été identifié d'ailleurs par le GIEC dans un rapport spécial l'année dernière comme un des éléments principaux dont il va falloir, ou un des problèmes principaux qu'il va falloir régler pour réduire les émissions qui proviennent de l'agriculture en général. D'après ce que j'ai lu, de façon générale, c'est autour de 40 à peu près de ce qu'on produit qui est jamais consommé. Dans les pays industrialisés, c'est surtout la perte du point de vue des consommateurs qui se fait. Dans les pays qui sont moins industrialisés ou dans le sud global, c'est surtout du point de vue de la distribution. Donc, je ne connais pas personnellement d'initiative précise que je pourrais dire ça, c'est une bonne initiative pour le faire, mais pour régler le problème, mais clairement, c'est un problème qu'il va falloir régler. Non seulement ça fait partie, encore une fois, des solutions pour réduire les changements climatiques, mais aussi pour réduire l'insécurité alimentaire. Et souvent, tout ça, ça va de pair ensemble. Mais je ne connais pas de bonne initiative convaincante à ce sujet-là, malheureusement. Merci. Il y a des initiatives locales, en fait, qui existent. Je pense entre autres au bistrot, au resto Le Touski qu'il y avait autrefois dans le quartier Centre-Sud. Malheureusement, ce resto-là a fermé ses portes dernièrement, mais c'était une belle initiative de récupération, en fait, de nourriture qui provenait des commerces aux alentours. Évidemment, on a aussi entendu parler des frigos communautaires qui existent dans certaines villes. Je pense que c'est moins implanté en ville ici à Montréal, un petit peu plus en Europe, mais c'est aussi une belle initiative. Mais je ramène à l'idée de l'agriculture régénératrice et des circuits courts. À mon avis, c'est une des meilleures façons, en fait, de réduire le gaspillage alimentaire. Parce que si on va chercher un panier de légumes, par exemple, à un agriculteur, bien, on a un contact direct avec cet agriculteur-là. Et là, il y a le côté émotionnel, le côté émotif qui vient nous chercher. Donc, on connaît personnellement la personne qui a fait pousser ces légumes-là. On va prendre soin un petit peu plus de ce légume-là, on va le consommer et on ne va pas le laisser pourrir parce qu'on sait la quantité d'effort qui a été demandé pour le faire, pour le produire. Donc, voilà, je pense encore une fois que l'agriculture en circuit court est une des très bonnes avenues à privilégier pour réduire le gaspillage alimentaire.
Merci. On va passer à... Donc là, ben là, il est 12h30, donc ça fait 1 heure. Normalement, le webinaire terminerait, mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'intérêt et il y a encore beaucoup de questions et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'intérêt, donc on va continuer encore pour une petite demi-heure. Donc, on a une question. On a une question assez apocalyptique de Francis qui nous demande nous semblons être sur le pont du Titanic et voyons l'iceberg se rapprocher. Et ce que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter ou ralentir la catastrophe? Et il y a un climatologue européen qui dit que les conséquences climatiques que nous allons endurer sont bloquées pour les 20 prochaines années et que donc les actions que nous entreprenons aujourd'hui serviront à régler les problèmes des années 2040 et suivantes. Est-ce exact? Je vais essayer de répondre à ce dernier. Oui. C'est pas mal correct, mais la raison, c'est vraiment qu'on est... ça prend du temps pour changer les émissions qu'on produit. Ce n'est pas une question de l'inertie dans le système climatique. C'est vraiment les processus humains qui prennent beaucoup de temps à changer. Donc, si on arrête de faire les émissions maintenant, on voit un effet directement dans le système climatique. Donc, la question, c'est vraiment combien de temps est-ce que ça va prendre pour atténuer les émissions, pour atteindre le niveau de net zero qu'on essaie d'atteindre pour atteindre les cibles du Paris Agreement. Donc, le problème, c'est vraiment l'inertie. C'est quoi en français? Inertie. Inertie. L'inertie humaine en changer les sources des émissions. Et si on peut améliorer ce problème, on peut améliorer les changements climatiques qui vont venir. Pour l'idée d'être sur le pont Titanic, de ma perspective, c'est vraiment, c'est pas une simple grand iceberg, c'est beaucoup de petits icebergs et on ne sait pas vraiment lequel ça va faire endommager le Titanic, essayer de le faire couler, oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment, quand on voit un grand tipping point dans l'avenir, c'est vraiment la collection des impacts qui devient de plus en plus sévère, de plus en plus on émet on fait les émissions des gaz à effet de serre. Donc, la solution, c'est vraiment d'augmenter les efforts et de réduire et tout à fait éliminer les sources des émissions. Ça doit s'arriver au niveau individuel. On peut changer notre comportement. Ça doit arriver au niveau des commerces. Beaucoup de commerces commencent à mettre des cibles en place pour réduire les émissions. Ça doit bien sûr arriver au niveau des pays. On attend, je pense que tout le monde attend les résultats qui viennent des États-Unis et ça va avoir un grand effet, surtout sur les émissions dans ce pays-là. Donc, le message simple, ce n'est jamais trop tard d'éviter les impacts les plus sévères. Et si ça prend plus de temps pour diminuer nos émissions, on va avoir les impacts plus sévères, mais si on peut accélérer ce processus, on peut éviter les choses qui sont vraiment pires.
Si je peux ajouter à la réponse de Damon, moi, de mon point de vue, je pense que l'inertie sociale à laquelle on fait face présentement est vraiment importante et que c'est le problème majeur de notre société de consommation. Et je pense que le problème, c'est que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour conserver les valeurs de notre société, qui sont la consommation et la mobilité et tous ces trucs-là. Et que ça fait qu'on essaie de développer des technologies qui vont nous permettre de consommer autant, mais avec une plus petite empreinte. Et ce n'est pas nécessairement des technologies qui existent présentement. Et le taux auquel la consommation globale augmente est plus grand que le taux auquel on augmente l'efficacité de production de tous nos biens de consommation. Fait qu'au final, la quantité absolue à l'échelle globale l'échelle globale de notre empreinte augmente, même si on devient plus efficace parce qu'il y a plus de gens qui consomment. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la décroissance, qui est un ensemble de théories et de concepts développés de manière très multidisciplinaire et qui, dans le fond, qui rejette l'impératif qui est présent dans les sociétés développées, si on peut dire, du Nord, qui est l'impératif de croissance économique, qui est à la base, qui est au fond de tous les discours des politiciens de tous les pays développés, et qui, dans le fond, la décroissance, c'est la proposition qu'il est possible de bien vivre avec des flux biophysiques qui respectent les limites biophysiques de la planète. Donc, en fond, il est possible de bien vivre avec une empreinte carbone beaucoup plus petite en réduisant drastiquement notre consommation. Et donc, moi, je pense que c'est une réorganisation sociale que ça prend. Si j'avais à répondre bien honnêtement, je ne pense pas que c'est juste des efforts individuels puis de consommation. C'est une réorganisation de la société de manière à ce que les gens soient moins poussés à consommer et soient capables de vivre avec moins, mais bien vivre. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter là-dessus avant qu'on passe à une autre question. Oui, je veux dire quelque chose sur l'inertie économique. Oui, c'est vraiment une question, comme Damon a dit, de choix, de nos choix à tous les niveaux, mais particulièrement à le niveau plus haut qui encadre toutes les décisions de nos vies économiques. Mais à un moment, c'est vrai que nous avons déjà construit assez d'infrastructures qui utilisent l'énergie fossile pour, si on utilise toute cette infrastructure qui existe maintenant pour la complète durée de sa vie, de sa vie, il va réchauffer la planète par 1,5 degré. Alors, et les infrastructures qui est déjà proposées, en plus, va augmenter la température globale un autre demi-degré. Alors, il y a assez qui est déjà construit et proposé pour réchauffer la planète plus que nous agréé that, more than we've agreed that's acceptable amount of warming. So, alors, les choix doivent être pour comme tu dis, faire de early retirement, early decommissioning of infrastructure. Et sinon, ça va être virtuellement impossible à atteindre nos objectifs climatiques globaux.
Est-ce qu'on avait... Nicolas, tu avais quelque chose à dire? Ben, il y a quelqu'un qui a mentionné le REM dans le chat. Puis, je veux juste mettre au clair que oui, c'est un projet de transport urbain, transport en commun, mais la façon opaque que ça a été fait et la façon où il n'y a aucune démocratie, aucune façon pour les populations des arrondissements de la ville de savoir comment va coûter le projet, qu'est-ce qui consiste du projet, combien de ressources avec leur empreinte carbone ont été mis dans ce projet, fait de ceci un projet qui est actuellement pas très bon, même qu'il y a eu des études depuis le début que ce projet a été mis de l'avant. Et on a dit que pour tout le ciment, le béton et tout ça qui allait faire partie de ça, comparé à combien de personnes vont transitionner d'une voiture ou du transport solo vers le transport en commun, ça allait faire absolument zéro pour changer les émissions de carbone en tant que telles. Il y a un livre qui a été sorti récemment, je ne me rappelle plus il est où, mais je vais sûrement le retrouver, écrit par Laurel, qui fait aussi partie de Transparence, qui dit tout le chemin de ce projet-là qui a fait que c'est purement un projet pour faire des profits aux constructeurs, à l'étalement urbain et à tout ceci, plus qu'avoir une actuelle meilleur usage des transports en commun pour une ville comme Montréal. Puis même, on pourrait dire que c'est encore plus négatif pour les personnes qui ont actuellement besoin de meilleurs transports en commun, comme Montréal-Nord, Annecy et des choses de même qui ne sont pas desservies par le REM. Puis même, si je pourrais retourner jusqu'à l'exemple du Titanic, les personnes qui sont aux étages plus bas du Titanic, même ceux qui ont construit le Titanic savent qu'ils vont frapper des icebergs. Ils savaient qu'ils allaient frapper des icebergs depuis le premier temps qui a été construit. Mais vu qu'ils sont mis de côté, ils sont marginalisés. Et pour le livre Drawdown, qui a des bonnes solutions, ne fait aucune référence à la justice sociale et tout ceci. Donc, ça fait partie des grands angles morts de la recherche, de la science et tout ceci. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit diluer sa recherche pour inclure tous ces principes. Je suis en train de dire que tous ces principes doivent être inclus un dans l'autre pour avoir une solution qui est plus interconnectée. Moi-même, je fais partie du projet pour la feuille de route Québec-Zen, qui est en soi tel aussi malheureusement un peu colonisateur, mais qui vient dire quand même que les solutions à la crise climatique ne sont pas techniques. Les solutions techniques font partie des solutions en tant que telles, mais c'est plus un problème sociétal et où on doit remettre les inégalités et tout ceci en place avant même de penser à avoir une transition énergétique juste. C'est à peu près ça. Merci. Merci, Nicolas. Donc, on va passer à une autre question. Donc, il y a une question qui a été posée, on y a fait référence un peu, une question posée dans le chat par Bastien Boucherat. Pouvez-vous pointer du doigt une décision du gouvernement du Québec qui ne fait aucun sens selon vous et une autre qui vous paraît aller dans la bonne direction en termes de lutte ou d'adaptation au changement climatique? Et là, il y a une discussion qui a commencé dans le chat par rapport à ça avec... je pense que c'est qui a répondu? Je peux peut-être y aller, c'est moi. J'ai dit GNL Québec pour une décision qui ne fait aucun sens. Ou en tout cas, ce n'est pas fait encore, mais il y a le soutien du gouvernement. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai du mal à trouver là, dans les dernières annonces du gouvernement quelque chose de positif de ce point de vue-là. Mais je pourrais nommer plein de trucs négatifs, par contre. Peut-être, je sais pas, le prolongement de la ligne bleue, c'est comme ça va dans le sens de faire une expansion des transports en commun.
mais c'est clairement pas assez comparé à, par exemple, GNL Québec qui anéantirait tous les efforts de réduction de gaz à effet de serre du Québec depuis les dernières décennies. Fait que, il y a peut-être des petits pas qui sont accomplis par le gouvernement, mais c'est vraiment pas assez. Je veux juste ajouter, en général, c'est bien pas assez à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour transitionner. C'est nécessaire à dire non à l'expansion de l'énergie fossile comme GNL Québec. Parce que ça va annuler tous les bien petits trucs qu'on fait maintenant pour débuter, pour commencer une transition énergétique. Y a-t-il quelqu'un ici qui aurait un bon coup du gouvernement du Québec sur lequel on pourrait clore le webinaire? Ou plusieurs bons coups. C'est pas vraiment au niveau du gouvernement, là, mais je trouve quand même que c'est plus, peut-être on dirait local, toujours les initiatives que je trouve qui sont intéressantes. Là, ben là c'est les ruelles vertes qui me viennent en tête. Là. Mais tu sais, c'est comme un peu fâchant, je trouve, parce que un de ces projets-là tout seul, c'est comme pas grand-chose. Là, tu sais, fait que c'est tout le temps un peu, je trouve, tiraillant de. Ouais, c'est ça, en tout cas. Je vais pas aller dans le négatif. Là. Fait que, ouais, au moins des petites initiatives comme ça, je trouve que c'est positif. Là. Ou je pense que le fait que c'est comme à la mode, là, les paniers de légumes et tout ça, ben, c'est bien tant mieux. Là. Encore là, c'est pas vraiment le gouvernement qui fait ça, mais je pense quand même que c'est une bonne conscientisation. Si je peux ajouter, en fait, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, je trouve que toutes les initiatives qui ont été annoncées dernièrement, que je trouvais extrêmement positives, provenaient généralement du monde municipal, puis de la Ville de Montréal en particulier. Donc, ça répond peut-être aussi un peu à la question de Mme Thibault un peu plus tôt. À mon avis, une des clés principales pour la solution à la crise climatique se trouve au niveau des municipalités qui ont un impact beaucoup plus de proximité dans la vie des gens. Donc, des annonces comme la conservation du grand parc de l'Ouest par Montréal, mais aussi tout ce qui est transport actif. Moi, c'est le genre de nouvelles qui m'a réjoui dans les derniers mois. Il y en a très peu qui provenaient du gouvernement du Québec en tant que tel ou même du gouvernement du Canada. Donc, si personne d'autre n'a rien à ajouter là-dessus, on va clore le webinaire avec ça. All right. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci aux 3 professeurs et leurs labos. J'aimerais aussi remercier Sophie Thiébaut qui a contribué à la promotion de cet événement sur Facebook. Et bien évidemment, j'aimerais remercier Jen Gobby qui est derrière l'orchestration de la séance qu'on a eue aujourd'hui et de toutes les autres séances, incluant celle d'il y a quelques semaines et les prochaines qu'on va avoir. Jen, tu m'as mentionné que si les gens avaient des questions, ils pouvaient t'envoyer un email. Et ton email, donc le email de Jen est écrit dans le chat si vous avez des questions par rapport à cet événement ou les événements futurs de la série La science climatique pour le peuple. Donc, c'est tout. Merci à tout le monde d'avoir été là et puis à la prochaine. Merci. Merci. Merci tout le monde.